Lors d'une récente audition au Congrès américain, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est exprimé sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, une prise de position qui a suscité de nombreuses réactions et a été jugée par certains observateurs comme partiale ou biaisée. Parallèlement, la question de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo continue d'alimenter de vifs débats. Les réactions se multiplient au sein de la classe politique, mais aussi dans les instances religieuses qui ont récemment publié une déclaration ferme adressée au gouvernement. Dans un autre registre, le ministère burundais des Affaires étrangères a rappelé de manière brusque son ambassadrice en France, Pes Caritas Njebari Kanouye, moins de 24 heures après la présentation de ses lettres de créance à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, dans le cadre d'une communication urgente. Mais quelles sont exactement les déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio qui ont suscité tant de réactions? Quelle est la position des instances religieuses et d'autres acteurs politiques en RDC sur la révision constitutionnelle? Et enfin, le rappel précipité de la diplomate burundaise est-il lié à sa rencontre avec Louise Mushikiwabo? Autant de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse dans cette émission. Bienvenue. Avec moi dans les studios, Tite Gatavazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Tite, si vous nous permettez, aujourd'hui, nous enchaînons avec l'émission aujourd'hui. Lors d'une récente audition au Congrès américain, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est exprimé sur la situation dans la région des Grands Lacs, conflit dans l'est de la RDC. Pouvez-vous nous faire un schéma de quelle position a-t-il parlé, de quoi a-t-il évoqué sur la situation des Grands Lacs? Je pense que dans le propos du secrétaire d'État américain Marco Rubio, il reprend comme ça à son compte le narratif de Kinshasa. Il a épousé les amalgames. Marco Rubio, malheureusement, reprend la falsification historique de l'Est du Congo. Dire devant les congressistes qu'ils ont des craintes, n'est-ce pas, que des soldats rwandais portent l'uniforme du M23. Tout est là. Tout est là. Ça veut dire qu'il reprend les infiltrations. C'est la chanson qu'il y a à Kinshasa. Ça veut dire qu'il reprend le discours selon lequel il n'existe pas de Tutsi congolais. Parce que si on voit, c'est la morphologie, si on voit un Tutsi congolais, on est en droit de dire, attention, ça c'est un militaire rwandais, il n'a qu'à retourner au Rwanda. Voilà. Je crois qu'il a prononcé un très mauvais discours. Et ça n'aide pas ni à la lecture des crises, des causes de crise et des propositions de solutions qu'il y a à l'est du Congo. Il remet en cause la citoyenneté de ceux-là qui se battent pour leur nationalité. Et donc voilà comment, de manière, on peut lui donner crédit de dire, de manière inconsciente, il reprend à son compte, c'est des infiltrés, c'est des étrangers, c'est des traîtres à la nation. Voilà. C'est pas... C'est décevant. À ce niveau de responsabilité, tenir un discours pareil, ça n'encourage pas à dire nous allons vers la paix à l'est du Congo. Tite, cela fait un temps où plusieurs observateurs, notamment, évoquent une impartialité des États-Unis dans la crise de l'Est de la RDC. Mais selon vos observations et de l'audition de Marco Rubio au Congrès américain, est-ce que cela a-t-il ajouté votre acceptation de cette situation que les États-Unis sont impartials sur la situation dans la crise à l'Est de la RDC? Oui, on parle des États-Unis, mais on parle de l'administration Trump. On parle de niveau de responsabilité pour ceux qui occupent les postes.
je me réfère à la lettre que Corneille Nangaa avait adressée au même Marco Rubio, quand ils ont pris des sanctions contre l'armée rwandaise, contre l'ancien président Kabila. Aujourd'hui, ils prennent des sanctions, semble-t-il, contre un des responsables des FDLR. Et ils prennent des sanctions contre un militaire du M23. Est-ce que ces sanctions sont opportunes? On peut se poser la question. Est-ce qu'en qualité soit de médiateurs, soit de parrains de la médiation, parce qu'ils sont présents à Doha, ils étaient présents à Montreux, ils ont médié le contentieux entre le Rwanda et le Congo. Est-ce qu'en cette qualité, ils peuvent faire usage des sanctions et de cette façon-là? Marco Rubio sait très bien que depuis le premier round de Doha, Tshisekedi n'a jamais respecté le cessez-le-feu. Jamais. Marco Rubio sait que quand ils négocient et qu'ils obtiennent difficilement ce qu'ils ont appelé les mesures de rétablissement de confiance, Tshisekedi n'a pas respecté un mot de ce qu'ils ont signé. La libération des prisonniers de faciès, tous ces Tutsis congolais qu'on a ramassés à l'appel et qu'on a entassés dans les prisons à Kinshasa. La réouverture des banques, parce que la fermeture des banques est une sanction contre la population et pas contre les autorités de l'AFC M23. L'arrêt du discours de haine, qui est irrigué quand même avec les fonds du gouvernement et avec les officiels. Marco Rubio le sait très bien. Même quand vous prenez l'accord entre le Rwanda et la RDC, signé à Washington, il est le premier à savoir qui des deux parties traîne les pieds. Donc, fort de ces connaissances-là, et tenir un discours qui est biaisé, ça veut dire qu'il n'a parlé que du Rwanda. Ah, nous avons quelques signaux comme quoi maintenant le Rwanda va respecter l'accord. Il est en train de nous dire que côté Kinshasa, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on peut comprendre. Il ne reprend rien. Il ne reproche rien à Kinshasa. Le discours de haine, ça me va. La violation du cessez-le-feu, moi, ça me va. L'usage des mercenaires, oh, vous savez, pour nous, ça va. Le problème que nous avons, c'est le Rwanda. C'est vrai que ça n'est pas ce qu'on aurait pu attendre de quelqu'un à ce niveau de responsabilité, de tenir ce discours-là. C'est un discours qui prend parti, qui protège Kinshasa, qui ressemble un peu à une carte blanche. Kinshasa peut continuer à violer le cessez-le-feu. Kinshasa et Bujumbura peuvent continuer le blocus de Minembwe. Ça ne dérange aucunement le secrétaire d'État Marco Rubio. C'est comme ça que moi j'ai compris les choses. La dernière réunion, ils ont une commission mixte, parrainée d'ailleurs par les États-Unis, où on a évalué l'état d'avancement
de la mise en application de cet accord, ils ont quand même constaté que côté rwandais, il n'y avait pas grand-chose à redire et que côté Kinshasa, ça traînait les pieds. Il faut encore pousser. Mais voilà, même si on lui fait rapport, on lui dit ce qu'il y a comme grief à la contre de Kinshasa, je crois qu'à l'entrée de la salle, il a tout oublié. Oui. Mais alors, Tite, dans ce cas, les États-Unis en tant que médiateurs Oui. et jugé impartial avéré. Mais comment entrevoyez-vous la suite des processus diplomatiques en cours pour résoudre la crise dans l'est de la RDC et comment entrevoyez-vous la suite de la situation sécuritaire? Au niveau de la deuxième partie de la question, au niveau de la situation sécuritaire, au moment où nous parlons, Tshisekedi doit être en train de bombarder Minembwe. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il y a des drones qui bombardent Minembwe au quotidien. Il y a l'armée burundaise qui asphyxie Minembwe depuis combien de temps? Ça, c'est la situation sécuritaire. On n'oublie pas que Massissi n'est plus vraiment en sécurité avec ces drones-là. On n'oublie pas que, je pense que c'est Corneille Nangaa qui l'a dit, maintenant nous allons répondre coup par coup. Et ils ont commencé par détruire le centre de commandement de Kisangani. On a appris que le centre a été délocalisé du côté de Kalemi. Les mêmes de l'AFCM 23, ils ont dit tu ne peux pas partir de Goma à Kisangani et être incapable d'atteindre Kalemi. Donc sur le plan de la sécurité, je crois qu'il va y avoir une escalade plutôt que d'avoir la désescalade. Alors, la question un peu difficile du contexte diplomatique où on aurait dû peser comme médiateur, où on aurait dû expliquer au président Tshisekedi d'abandonner son option militaire, de faire l'impasse sur les gains financiers qu'il tire de cette guerre, de ne pas utiliser la guerre comme prétexte, à la fois pour réviser la Constitution, à la fois pour se maintenir au pouvoir. Plutôt que de lui tenir ce langage-là, un langage de fermeté. Je crois qu'on est en train de le caresser dans le sens du poil et ça n'est pas, en tout cas, à l'avantage de la paix à l'est du Congo. C'est vraiment pour continuer à bombarder. C'est vraiment pour que Tshisekedi, en entendant ce que dit le secrétaire d'État, si lui ne le dit pas, ses communicateurs vont nous apprendre qu'ils ont le soutien indéfectible des États-Unis et que pour eux, ça c'est carte blanche pour se comporter comme ils veulent. Je rappelle quand même qu'au cours de sa dernière conférence de presse, il a dit qu'il faut changer la Constitution parce que les Américains nous l'ont demandé. Et donc voilà. Effectivement, Tite, vous parlez de la révision constitutionnelle en RDC, mais je pense qu'on va y revenir dans quelques instants. Mais Tite, selon vos observations, est-ce que vous avez parlé aussi des sanctions à l'encontre d'un membre de FDLR, un membre de FDLR et un membre de l'AFC-M23 ? Mais en tant qu'États-Unis, superpuissance et médiateur du conflit, voyez-vous que ces questions de sanctions sont-elles au niveau du pays et pensez-vous que c'est la solution à la crise? J'ai évoqué l'opportunité des sanctions. Était-ce opportun de sanctionner, oui ou non? Maintenant, nous avons des sanctions contre un membre de FDLR. Ah bon? Qui est le parrain de FDLR?
c'est le gouvernement congolais. Qui est en alliance avec les FDLR? C'est le haut commandement des FARDC. Qui devrait être sanctionné en premier? Le filleul, qui est protégé, qui est alimenté, ou alors le parrain? C'est là que, quand je vois ce genre de sanctions, je me dis, il doit y avoir une erreur dans l'appréciation. Sanctionner les FDLR, c'est juste un message pour nous rappeler l'existence des FDLR à l'est du Congo. C'est pour nous dire qu'on reconnaît que les FDLR constituent une menace sur la sécurité du Rwanda. OK. Mais ça, c'est comme défoncer une porte ouverte. On ne peut pas me convaincre que sanctionner un commandant des FDLR et sanctionner, c'est une façon de renvoyer dos à dos, sanctionner un officier supérieur de l'AFCM 23, OK, nous on a fait notre devoir, la paix revient à l'est du Congo avec ces sanctions. Quelle est l'efficacité de ces sanctions? Sanctionner un type de FDLR. Quelle est l'efficacité? Parce qu'il continue à recevoir les armes des FARDC. Il continue à recevoir de l'argent du gouvernement congolais. Il continue à tuer des Congolais sur le sol congolais. Est-ce qu'on a vraiment fait un pas dans la neutralisation des FDLR, ce qui a été convenu depuis Washington, 4 décembre de l'année dernière? Aujourd'hui, nous sommes presque 7 mois après. Non. Ce n'est ni opportun, ni efficace. Le message est ambigu. Il est quasiment illisible. Il faut vraiment gratter. Ça n'impacte pas le moral des FDLR. Ça n'impacte pas le moral des FARDC. Non. Mais justement, Tite, on parlait des FDLR, vous parlez aussi des accords de Washington de décembre. Le principal point qu'on a évoqué dans les accords, c'était la neutralisation des FDLR. Est-ce que cette question a-t-elle été évoquée par le secrétaire d'État américain? Pas du tout. Une diversion pour dire on a sanctionné les FDLR. La question, ce n'est pas de sanctionner les FDLR. L'engagement pris par le gouvernement congolais, cautionné, parrainé par les États-Unis, c'est la neutralisation des FDLR. Je crois qu'il y a une mer au milieu de cet engagement et aujourd'hui sanctionner les FDLR. Celui qui a pris l'engagement de neutraliser les FDLR depuis le 4 décembre, il ne l'a pas fait. Le bon sens aurait bien voulu qu'il prenne au moins une sanction pour dire il va falloir accélérer. Non, pas du tout. Le général Kenge, qui a proféré des propos qui lui ont valu une suspension, aurait dû être sanctionné par les parrains pour dire on n'accepte pas que vous continuez à alimenter le discours de haine. Reprendre comme ça les 10 commandements de Hutu, il faut quand même le faire. Non, rien du tout. Est-ce que sanctionner les FDLR, j'étais en train de le dire, participe à leur neutralisation? La réponse, c'est non. Est-ce que sanctionner un commandant des FDLR désarme les FDLR? La réponse, c'est non. Est-ce que sanctionner les FDLR permet au FARDC d'arriver? Non, pas du tout.
ça ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Si vous nous permettez d'un peu avancer, vous avez aussi parlé de la Constitution, toujours en RDC, de la révision constitutionnelle. Nous avons vu un communiqué de la conférence épiscopale congolaise qui s'est positionnée contre une révision constitutionnelle. Est-ce que peut-on parler en RDC d'un confrontement entre les instances religieuses du pays et le gouvernement congolais? Non, il n'y a pas de confrontation. Les églises protestantes, avec la Senko, les églises catholiques, ont constaté les différentes formes de crise en République démocratique du Congo. La crise de leadership, la crise de gouvernance, la crise de corruption, la crise sécuritaire, la paupérisation des citoyens, pour ne pas aller très loin. Et ensemble, elles ont fait une proposition au chef de l'État. Il serait souhaitable qu'il y ait un dialogue inclusif entre les fils du pays, partis politiques, société civile, pour analyser froidement les causes de ces crises et obtenir une sortie de crise et des propositions pour la gouvernance future. Le président Tshisekedi les a ballottés. Ça a même valu des inimitiés au cardinal Ambongo. On s'en est pris au secrétaire de la Senko, Monseigneur Cholet. Voilà un peu le contexte. Dans la précipitation, le pouvoir qui est quand même pris par le calendrier accélère. Le président déclare qu'il est favorable à un troisième mandat. Ça veut dire qu'il est en train de violer la Constitution. L'UDPS se met en ordre de bataille. Allez, on va changer la Constitution. Le comité exécutif des églises protestantes prend le temps de se poser, de se retrouver dans un endroit, j'espère qu'ils ont beaucoup prié, mais ils ont surtout réfléchi à faut-il oui ou non réviser la Constitution. Nous sommes lundi, samedi, avant qu'ils ne sortent leur communiqué. Ils ont auditionné les protagonistes, les tenants de la révision constitutionnelle. Augustin Kabouya pour le compte de l'UDPS. Professeur Mbata, professeur de droit constitutionnel, pour le compte de l'Union sacrée. Martin Fayoulou pour le compte de l'opposition. Délice Senga pour le compte de l'opposition. Je rappelle que M. Délice Senga est aussi avocat. Et donc, à l'issue de ces auditions, ils se sont retirés et ont constaté que ça n'était pas opportun de réviser la Constitution. Que le Congo, pour reprendre les propos de Bahati Lukwebo, le Congo n'a pas de problème de texte. Le Congo a un problème des animateurs, des institutions qui ne sont pas à la hauteur, qui trempent dans la corruption. Vous ne luttez pas contre la corruption en changeant la Constitution. Quelqu'un leur a dit, tu as vu les images d'un endroit qui est devenu comme une rivière en plein Kinshasa, où les enfants sont en train de sautiller. Est-ce que ça, c'est la faute à la Constitution? Les embouteillages dans Kinshasa, c'est vraiment la faute à la Constitution. Le détournement des fonds publics est devenu un sport pratiqué au plus haut niveau de l'État. C'est vraiment la faute à la Constitution? Non. On a un problème d'hommes, on a une crise de leadership, je l'ai dit, on a une crise de gouvernance. Et pourtant, la Constitution aurait pu
organiser tout ça. Mais ça manque d'incarnation. Je crois dans cet esprit que les églises protestantes prennent position pour dire non, on a d'autres priorités. Les citoyens n'ont pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école, on n'a quasiment rien. On n'a pas accès au minimum. Il y a une paupérisation des Congolais. Occupons-nous d'abord du niveau de vie, de l'accès aux infrastructures de base des Congolais. Les textes, on verra plus tard. Mais alors, Tite, à côté de toute cette situation qu'on voit en RDC, situation sécuritaire, sociale, peut-on dire que cette question de révision constitutionnelle est un nouveau problème que le pays va rencontrer? Doit-on s'attendre à une nouvelle crise? Je pense que la crise est déjà là. Parce qu'on a deux positions irréconciliables. Je crois que Tshisekedi a réussi au moins une chose, c'est de permettre à l'opposition de se rabibocher. Vous avez quand même un front. Fayoulou, Jean-Marc Kabound qui revient en force, Denis Senga, Katumbi, qui se mettent ensemble et créent la fameuse coalition 64, de l'article 64, qui fait obligation à chaque citoyen de se lever et de s'opposer à des forfaitures du pouvoir. Ça va drainer l'Église protestante, qu'on va dire, qui se range du côté de l'opposition. La CENCO va suivre et d'autres éléments de la société civile vont suivre. La crise est déjà là. Du côté du pouvoir, non seulement politiquement, le pouvoir est isolé, mais il va se radicaliser. Et voyez bien la journée ville morte du 3 juin, où l'opposition a quand même eu l'intelligence de choisir entre une manifestation dans les rues de Kinshasa, où la police et l'armée allaient charger. Ils ont des précédents. Ils ont préféré une opération ville morte, chacun reste chez lui à la maison. Et ça a été réussi. Et donc oui, la crise est là. Ça n'est pas... On ne voit pas bien comment le camp présidentiel pourrait faire marche arrière. On ne peut pas croire un instant que l'opposition va lâcher le morceau. Je vois bien que le groupe de médiateurs au niveau africain s'est réuni à Lomé. L'Angola vient de faire faux bond à Kinshasa. Ça n'est pas de nature à permettre un rapprochement. On est vraiment en train de s'éloigner et d'avoir des positions, oui, radicalement opposées. Justement, vous venez de parler de l'Angola. Une réunion a récemment réuni différents acteurs pour une perspective de processus de paix en l'Est de la RDC. À la grande surprise de nombreux observateurs, l'Angola était absente. Nous avons vu très récemment le président Félix Tshisekedi voulant s'appuyer sur l'Angola pour l'aider dans ces processus en RDC. Mais comment interpréter aujourd'hui cette absence de l'Angola dans les processus en RDC? De ce qu'on a appris, l'Angola dit clairement que le président Tshisekedi n'a pas respecté ses engagements. C'est vrai, on l'a vu défiler beaucoup à Luanda, 2-3 voyages par semaine.
Luanda avait pris l'initiative de contacter à la fois le clergé, les partis politiques, les éléments clés de la société civile, même des associations de femmes. Et dans la démarche, il y avait aussi des obligations qui pesaient sur le gouvernement. Or, on connaît bien maintenant le président Tshisekedi. Lui, il n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Et donc, l'Angola dit, si le pouvoir n'a pas respecté ses engagements, ce n'est plus la peine que l'Angola intervienne dans ce qui lui avait été demandé, faciliter le dialogue inclusif des acteurs politiques et civils du Congo. Et donc, c'est vraiment aussi, peut-être un mot là-dessus, c'est une déception d'un allié de taille. Angola soutenait beaucoup Kinshasa. Et donc, si l'Angola se retire, c'est pour dire qu'il y a un coup de froid, comme on dit en diplomatie, entre Kinshasa et Luanda. L'opposition est en train de scruter tout ça. Et donc, je parlais de l'isolement en interne sur la scène politique. L'espace UDPS et ce qui en reste et la présidence se réduit comme peau de chagrin. Sur le plan diplomatique, voilà que Luanda fait faux bond. Oui, bon courage au président Tshisekedi. Mais Tite, alors que la RDC est aujourd'hui confrontée à nombreux défis, que ce soit sécuritaire, social, dans presque tous les domaines de la vie du pays, une question hante Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle de révision constitutionnelle. Il a aussi parlé d'une possibilité de ne pas organiser des élections, qui veut dire qu'à tout prix veut se maintenir au pouvoir. Mais en RDC, pouvons-nous dire, sommes-nous sortis de l'auberge? Ah non, mais on s'enfonce plutôt. Le prétexte, c'était lequel? On l'a dit depuis longtemps. Et je crois que nous sommes restés constants sur cet aspect-là. La guerre à l'Est est exploitée, instrumentalisée par le pouvoir de Kinshasa. Pour ne pas rendre compte de ce qu'on était en train de dire, de la gouvernance, des détournements et de la corruption. Je n'oublie pas le clientélisme et le tribalisme. Ne pas rendre compte. Faire diversion, dire aux Congolais, nous sommes en guerre, ne nous demandez rien. Profiter de l'économie de la guerre. L'achat des équipements militaires, des armes et tout ce que vous voulez engrange beaucoup d'argent. Les rétro-commissions circulent entre les mains de qui? Des tenants du pouvoir. Ces deux raisons, ajoutées peut-être à une troisième qu'il ne faut pas négliger. Il s'est greffé comme ça sous le pouvoir de Tshisekedi des individus qui ont des liens avec les groupes armés à l'Est. Je pense au ministre Mohindo Nzagi, je pense au ministre Julien Paluku, qui ont été dénoncés par Maître Joël Kitenge et qui ne l'ont jamais démenti. Et donc, ces gens qui lui ont vendu le projet Ouazalendo engrangent eux aussi beaucoup de bénéfices parce qu'ils contrôlent des pans entiers qui échappent à l'autorité de l'État et donc versent une partie du butin à Kinshasa pour s'arrimer sur le pouvoir. Tout ce bon monde a besoin à la fois de se maintenir au pouvoir, mais à condition de maintenir la guerre à l'est du Congo.
Voilà ce que j'en Mhm. pense. Mais alors, Tite, pour conclure avec la question de la RDC, avec vos explications, peut-on conclure que Tshisekedi a tant intérêt à la guerre qu'à la paix? Oh, ben, ça va de soi, je viens de le dire, oui. Oui. Ok, Tite, si vous nous aussi permettez d'avancer un peu, traverser un peu la frontière, une diplomate burundaise a tenu une rencontre avec Madame Louise Mushikiwabo en tant que secrétaire générale de la francophonie, mais a été tout de suite été appelée par Gitega. Avez-vous des informations sur ce qui s'est passé? C'est quand même assez curieux. J'ai vu ça comme tout le monde. Il y a des pays, quand on envoie un ambassadeur à Paris, on peut lui adjoindre d'autres pays. Ça veut dire être ambassadeur de son pays en France avec juridiction, je ne sais pas moi, l'Espagne, le Portugal, parfois le Vatican, mais aussi on est ambassadeur accrédité auprès de l'UNESCO qui a son siège à Paris et de l'Organisation internationale de la francophonie qui a son siège à Paris, étant donné qu'on est pays membre. Et donc, je crois que l'ambassadrice du Burundi à Paris est allée présenter ses lettres de créance à Madame Louise Mushikiwabo, ce qui est une cérémonie protocolaire. Est-ce que c'est, encore une fois, le contexte sous-régional, les alliances entre Bujumbura et Kinshasa, le contentieux entre Bujumbura et Kigali, qui rattrape comme ça l'ambassadrice qui est allée juste présenter ses lettres de créance, ce serait quand même assez dommage parce que elle est rappelée d'urgence sans qu'il n'y ait eu d'incident. Habituellement, la presse est friande soit des maladresses d'un diplomate, soit d'un incident diplomatique, soit d'une crise entre deux pays, pour que l'ambassadeur soit rappelé pour consultation, comme on le dit diplomatiquement. Non. Il a été présenté ses lettres de créance à l'Élysée, il a dû le présenter à l'UNESCO, mais cette coïncidence entre les tirs croisés de Kinshasa et Bujumbura sur Madame Louise Mushikiwabo et cette diplomate burundaise qui arrive et s'acquitte d'un devoir protocolaire, être rappelé sans qu'on ait vu ni de vagues, ni de nuages, c'est vrai que ça interroge, oui. Mais cette situation intervient alors que le Burundi est à la tête de l'Union africaine. Oui. Selon vos observations, voyez-vous le pays, le Burundi, je veux dire, se comporter comme une entité qui est à la tête d'une organisation continentale dont le Rwanda est inclus? On l'aurait vu. Moi, je me suis désolé, je ne suis pas le seul. Quand le président Ndayishimiye prend la tête de l'Union africaine, il s'est fait photographier avec Charles Onana, qui est un négationniste condamné par les juridictions françaises, négationniste du génocide contre les Tutsis. J'avais déjà fait remarquer que le président Ndayishimiye, quand il a présenté son équipe qui doit l'appuyer dans cette présidence tournante, il n'y avait pas un seul étranger. Tous des Burundais. Ça dit ce que ça dit, cette fermeture-là, qui n'est pas une ouverture diplomatique. Or, il a un budget à disposition. Il aurait pu faire preuve de ce qu'on appelle le découpage géographique. Avoir un Ouest africain, avoir un Maghrébin, avoir quelqu'un de l'Afrique australe, avoir quelqu'un de l'Afrique centrale mais qui ne soit pas de son pays,
et avoir comme ça une équipe pluridisciplinaire qui puisse l'accompagner dans l'exercice de cette fonction, même si elle est protocolaire. Non, il ne l'a pas fait. On a entendu des déclarations qui ne sont pas dignes d'un président de la République qui fait office de président en exercice de l'Union africaine. On a vu son ministre des Affaires étrangères qui fait des impairs et pourtant il doit accompagner son président de la... Non, je crois que ça, ce sera vraiment un mandat perdu pour l'organisation continentale. Le Burundi n'a pas bien géré sa place dans la sous-région, allié à Kinshasa pour aller massacrer les Tutsis congolais. Ce n'est pas ce qu'on peut faire de mieux. Le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda. Le Burundi accuse le Rwanda à tort. Le président burundais feint l'amnésie parce qu'il ne serait plus au pouvoir, n'eût été le Rwanda. Un coup d'État était prêt contre lui. Le président burundais feint l'amnésie quand le Rwanda a sauvé la ville de Bujumbura des flammes. Le marché de Bujumbura était en flammes, et comme le marché au centre-ville. Ça prenait... il y a des stations d'essence à côté du marché. Toute la ville allait être embrasée. C'est le Rwanda qui envoie ses Canadaires pour sauver. Il y a plein d'arguments comme ça. Mais on voit bien que dans la rhétorique à la fois du président Ndayishimiye, de certains proches, ils cherchent à cacher des membres influents de son parti qui sont soupçonnés d'avoir participé au génocide contre les Tutsis au Rwanda. Alors on se permet cet écran de fumée pour dire le Rwanda nous en veut, le Rwanda a des intentions malveillantes contre nous. Non, ce n'est pas ça. À plusieurs reprises, il y a eu une commission mixte entre les deux pays, et c'est chaque fois le Burundi qui fait faux bond au Rwanda et pas l'inverse. Et donc, au niveau du continent, depuis qu'il est entré en exercice, on n'a pas vu grand-chose. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse mouche. Non, on va laisser passer le temps qu'il nous reste et puis qu'il y ait quelqu'un d'autre qui reprenne. Si vous acceptez que nous concluons, est-ce que si nous parlons du Burundi en tant que pays qui aujourd'hui à la tête de l'Union africaine, est-ce qu'avec la crise qui secoue la région des Grands Lacs, voyez-vous une quelconque contribution du pays à la tête de l'Union africaine pour résoudre la crise? Ou bien voyez-vous qu'est-ce qu'il pourrait faire en tant que pays à la tête de l'Union africaine? Il aurait dû prioritairement se retirer du Congo, que l'armée burundaise desserre l'étau contre Minembwe. Il aurait dû, parce que c'est lui qui l'a décidé unilatéralement, il aurait dû rouvrir les frontières avec le Rwanda, parce qu'il sait, c'est que je venais de parler d'une commission mixte, il sait ce qu'on lui a proposé. Puis, il aurait pu au moins faire une déclaration qui soit du niveau de quelqu'un qui se met au-dessus de la mêlée, qu'il porte le costume de président en exercice de l'organisation continentale, et qui dise pendant une année, je vais garder ce cap. Il en est incapable, il en a donné les preuves. Donc, il va rester massacrer les Tutsis congolais tant qu'il le pourra.
Il va s'allier avec les FDLR tant qu'il le pourra. Il va leur offrir un sanctuaire. Il va continuer à accuser le Rwanda et se victimiser, et le temps que le mandat prenne. Tite, en 30 secondes, avec toute cette crise qui frappe la région des Grands Lacs, selon vous, observateur, analyste politique, mais qu'est-ce qui manque? Quelle est la solution qui manque à tous ces problèmes qui minent notre région? Il manque la volonté politique à Kinshasa et à Bujumbura. Tite, merci beaucoup pour vos explications. Merci. Et espérons que nous serons toujours ici pour continuer à décrypter la situation. Avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup.